Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Packer. Excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui après l'épisode de Doug et GG qui ont fait la preview du Divisional Round de la NFC. Je suis avec PA pour faire la preview de l'AFC cette fois-ci. Salut PA. Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on est habitués, nous, à l'AFC. On sait mieux en parler que tout le monde. Donc écoutez-nous et je suis sûr que nos pronos seront le résultat final des deux matchs. Totalement. On était très sûrs de nous sur les Chargers et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc après, tous les analystes quelconques étaient d'accord avec le fait que les Chargers étaient favoris et comme quoi non. Donc voilà. Et ben écoute, aujourd'hui on a deux matchs. On a les Texans qui affrontent les Chiefs donc samedi à 22h30. Donc pour ceux qui écoutent le podcast, soit vous l'écoutez très tard vendredi quand il est diffusé et auquel cas c'est demain, mais pour la plupart du monde, ce sera du coup aujourd'hui à 22h30. Et dimanche soir, donc dans la nuit de dimanche à lundi, il y a les Ravens qui se déplacent sur le terrain des Bills. Donc voilà, il y a les deux matchs dont on va parler. Et entre ces deux matchs, du coup, vous avez les deux matchs de NFC dont GG et Doug ont pu parler en long, en large et en travers avec un invité particulier dans le background de Doug. Voilà. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir. Abonnez-vous partout, le Front Office, Twitter, Blue Sky, Threads, Instagram, YouTube, Twitch, et rejoignez-nous également sur le Discord, encore une fois. Du monde qui arrive, ça fait plaisir, toujours des discussions. On est assez contents, donc tous les liens sont en description. Si vous nous suivez, ce sera cool. Et on rappelle encore une fois, mais on le rappellera jusqu'au Super Bowl, mes soirées du Super Bowl organisées par nos amis des Fantasy Ballers à Gare du Nord. Donc si jamais vous êtes dans le coin et que vous avez envie de venir, vous n'êtes pas trop loin et que c'est pas très compliqué pour vous de venir, ça nous fera plaisir de vous voir. Donc n'hésitez pas à aller soit sur le Discord, il y a un canal spécifique pour, soit sur Twitter ou le Insta de nos amis des Fantasy Ballers, ils ont toutes les infos qu'il faut. PA, on va garder la même structure que pour les premiers matchs, sauf qu'on va pouvoir s'étendre un petit peu plus, j'imagine. Toi, tu nous as dit que tu pouvais parler pendant 1 heure de un match, donc ça fera plaisir à Doug et GG qui ont pronostiqué 1h45 pour cet épisode. On va voir, parce que moi je n'ai pas 1h45 dans le tank, je te l'annonce. Donc si tu as tout, je te laisserai faire et je mettrai pas le frein à main, mais fonce quoi. Donc tu seras seul à pousser la voiture si c'est ça. Et donc du coup, on fait dynamique des deux équipes, le duel clé, le factor X et ensuite le pronostic du match. Donc on a les Texans, je rappelle, 4e seed qui ont battu les Chargers, je crois que c'était 32-12. Ouais. Les souvenirs sont bons, et qui se déplacent sur le terrain des Chiefs samedi 22h30. Comment est-ce que tu vois les deux équipes, voilà, dynamique des deux équipes, qu'est-ce que tu penses de ce match-là? La dynamique, je dirais, avant les wildcards de la semaine dernière, effectivement, moi j'avais plutôt parlé des Chargers et je voyais plus un match justement Chargers-Chiefs. Et j'ai trouvé que les Texans se sont quand même très bien relancés sur ce match-là. Ils ont fait montre de beaucoup de talent défensivement. Et puis offensivement, ça a un petit peu mieux cliqué. Ils ont su trouver des réponses à ce qu'on proposait la défense des Chargers et puis surtout à mettre des touchdowns parce que c'était un petit peu leur défaut sur les dernières semaines. Ils s'approchaient régulièrement de la end zone en étant eux-mêmes en red zone mais sans convertir en touchdown et c'est ce qui a aussi fait la différence face aux Chargers en plus comme je l'ai dit d'une défense élite, en tout cas sur ce match-là. Et puis les Chiefs sont effectivement, on peut dire qu'ils ont eu 2 semaines, voire quasiment 3 semaines de repos. Mais même avant ce match un petit peu étrange contre les Broncos, pour les titulaires en tout cas, ça a été beaucoup mieux. Je trouvais au-delà des scores de ces 3 matchs, il y a eu une vraie montée en puissance. On pourrait y revenir, mais pas mal d'interceptions durant la saison de la part de Mahomes, pas mal de sacs aussi également encaissés. Ça, c'est sur la saison. Sur les 3 derniers matchs, c'est une autre dynamique. Mahomes, il a pris que 2 sacs. J'enlève vraiment le match des Broncos, donc les 3 matchs où il a été titulaire. Et surtout, 0 interception. Offensivement, ça roule beaucoup mieux. Ça a mis beaucoup plus de points également sur les 3 derniers matchs. Donc, semaine 15, 16 et 17.
Donc c'est une équipe qui effectivement, quand on regarde un petit peu la picture de la saison, c'est pas très joli. Pour Mahomes, c'est même la saison la moins bonne en termes de yards lancés, en termes de touchdowns marqués également à la passe. Mais effectivement, comme on a l'habitude avec ces Chiefs-là, la montée en puissance, elle est présente. Et puis, elle est présente visuellement, elle est présente au niveau des stats. Donc, à voir quels chiffres on va voir sur le terrain, puisque, comme on l'a dit, 3 semaines de repos, c'est toujours délicat de monter d'arriver tout de suite prêt dès la première minute du match, parce que c'est un niveau d'intensité qu'ils n'ont pas encore connu durant la saison régulière. Mais hâte de voir ça. Ouais, c'est ça, tu as bien parlé de la dynamique. C'est vrai que quand tu regardes la dynamique chiffrée des derniers matchs, t'as les Texans qui ont été très bons en wildcard, les Chiefs qui n'ont pas joué depuis Noël. Donc tu as déjà... on est le 17 janvier, donc le match se déroulera le 18 janvier. Ils n'ont pas fait un match compétitif depuis le 25 décembre. Donc voilà, c'était d'où qu'en parlait beaucoup en foot universitaire, où les équipes qui ont eu les bails, elles sont toutes sorties. Au premier tour, il y a eu des upsets dans mes souvenirs. Si mes souvenirs sont bons, je ne suis pas la NCA, mais je crois que c'est ça. C'est ça. Donc là, tu joues pas pendant 23 jours. C'est compliqué. Enfin, ça m'étonne vraiment, cette stat, elle me fascine quand même. Tu joues pas depuis le 25, parce qu'après t'as joué le 5 janvier. Ouais, t'as même joué le premier, c'est ça. T'as joué le premier match de Noël le 25, donc même cette semaine-là, ils étaient même pas dernière équipe à jouer, genre le 30 ou le 31, non, c'était la première équipe à jouer, donc ça fait plus de 3 semaines. Donc t'es à 23 jours, bon après, voilà quoi, les Chiefs ils sont pas non plus nés de la dernière pluie, c'est pas comme s'ils allaient arrêter de savoir jouer sur ce match-là. Mais voilà, t'as les Texans, par contre, eux qui sont dans une dynamique totalement différente, où la fin de saison et même la saison de manière générale a été poussive, et là, il y a un élan qui peut peut-être se lancer avec la victoire contre les Chargers. Si tu bats les Chargers et que derrière t'es bon sur les premiers, deuxième quart, d'un coup, ton match il devient bien plus... la dynamique, elle est complètement différente. Je pense que le début de match sera important, mais on pourra en parler tout à l'heure. Ouais. Tu veux parler de ton duel clé, ou je commence avec le mien? Bon, vas-y avec le tien. Ok, allez. Parce que j'avais le même initialement, c'est bon ça. Ok, très bien. Allez, on commence. Moi, ce sera moins expansif que toi, je pense, mais on a pu voir Derek Stingley et Lassiter, les deux corners, lors du match contre les Chargers faire des super matchs. Et là, on va les voir contre la receiver room des Chiefs. Et la receiving room des Chiefs, c'est pas la même que celle des Chargers. Et pourtant, on parle d'une équipe avec ton joueur préféré, Quentin Johnston. Mais il y a surtout, voilà, t'as du Lad McConkey, t'as Quentin Johnston, t'avais du Palmer, etc. Il y a un peu de monde. Chez les Chiefs, c'est plus compliqué. Et du coup, le duel comme ça va être assez. Je pense que ça va être compliqué. Et du coup, ça va devoir, je pense, utiliser d'autres armes du côté des Chiefs. Et tu pourras en parler, je pense, un petit peu plus tard. Mais on parle de Mahomes qui a fait 0 interception sur les 3 derniers matchs de saison régulière. Mais alors là, ça va être... Et il y avait notamment un match contre les Texans. Hein. Ouais. Mais là, tu te dis où est-ce qu'il va lancer pour pas se faire choper la balle. Alors ça peut juste être des passes défendues, hein, parce que les deux sont très bons là-dessus aussi, juste pour casser les passes. Mais ce match-up me paraît compliqué. Le duel il me paraît pas très à l'avantage des Chiefs du tout, et bien en sa défaveur. Ouais, après, si effectivement on reprend le match de saison régulière, Mahomes, il a trouvé beaucoup de cibles, des receveurs, des tight ends, des running backs. Donc ça a été la solution qu'ils ont trouvée face au backfield défensif des Texans. Et sur ce match-là, c'était Xavier Worthy qui s'en était le mieux sorti, en tout cas à la réception. Donc à voir qui sera sur lui, est-ce que ça sera justement Lassiter ou Stingley. Et puis on arrive en playoff et j'arrive pas à m'enlever de la tête qu'il y a un autre receveur rapproché, comme on peut dire, qui devrait normalement sortir de sa boîte à ce moment-là de la saison. Donc, de savoir justement qui va le couvrir. Est-ce que ça sera un linebacker? Est-ce que ça sera un safety, un corner? Peu importe. Mais voir aussi les appels de jeu, s'ils vont plutôt jouer en cover ou s'ils vont jouer en homme à homme. Donc, effectivement, vu l'impression dégagée par les DB des Texans,
on se dit qu'ils ont l'avantage sur le corps de receveur des Chiefs, mais je pense que eux, leur réussite pour les Chiefs, ça sera passé justement sur beaucoup plus de cibles que seulement 2 ou 3 joueurs. Assez d'accord. Et de ton côté? Moi, de mon côté, je me suis noté les D-line contre les O-line. Donc, j'englobe vraiment les deux parce que ça sera pour moi la clé. Et en plus, au niveau des O-line, je dirais que c'est les deux extrêmes pour les deux équipes. Je m'explique. Au niveau des Chiefs, on sait que leur difficulté, c'est au niveau des extérieurs. Les deux tackles sont pas au niveau. Et même par rapport à ce que j'ai dit en début d'émission, sur les 3 derniers matchs, il s'est pris 0 sac. Non, 2 sacs, pardon. C'est interception. Il s'est pris que 2 sacs sur les 3 derniers matchs, dont 0 justement contre les Texans quand ils se sont rencontrés. Mais sur la globalité de la saison, effectivement, ça a été une énorme faiblesse. Là où c'est un énorme avantage pour les Texans, parce qu'on rappelle, ils ont Will Anderson et Hunter. Qui sont à plus de 10 sacs chacun sur la saison, et Will Anderson a fait un énorme match contre les Chargers. Donc là-dessus, à voir si effectivement les Chiefs, ou en tout cas cette O-line va réussir à hausser son niveau, ou si ça va rester sur ce qu'on a vu en cette saison, à faire beaucoup d'erreurs, beaucoup de faux départs, beaucoup de flags en fait, tout simplement. Ça pourra jouer forcément que en a des faveurs des Chiefs. Et puis de l'autre côté, la O-line des Texans a quand même donné, si on peut dire, 52 sacs aux équipes adverses. Stroud a été beaucoup la tête et le casque dans le gazon cette année, beaucoup plus que l'année dernière. Ils sont censés avoir 2 bons tackles, eux, de leur côté, par contre, mais avoir justement un intérieur de ligne un peu plus faible. De ce que j'ai vu de Shaq Mason, il va encore rater ce match-là, lui qui était le garde droit et qui est quand même très solide sur le poste. Donc ça reste de nouveau une faiblesse pour l'équipe. Et de leur côté, les Chiefs, la ligne intérieure, c'est quand même ultra impressionnant avec Chris Jones, encore une fois, cette saison. Et puis Karlaftis qui profite aussi, je dirais, du fait que Chris Jones est souvent pris à 2 par la ligne offensive pour lui réussir à avoir qu'un match-up en 1v1. Et cette saison, il a vraiment explosé ses statistiques, notamment en nombre de sacs. Donc voilà, c'est toujours la même chose au football américain. Plus tu arrives à mettre la pression sur le quarterback, plus tu le mettras en difficulté et moins il arrivera à trouver ses cibles. Donc ça va pour moi se jouer là-dessus une nouvelle fois. Et du côté des Texans, s'ils arrivent à bien mettre la pression du côté de Mahomes et surtout à le laisser dans sa poche, parce qu'on le connaît, l'énergumène maintenant, depuis 6 ou 7 ans qu'il est dans la ligue, il arrive à se faufiler correctement, et notamment en play-off. Si la pression arrive sur lui, Stingley et Lassiter, c'est là où ils pourront faire aussi d'énormes différences pour justement couper la trajectoire et faire des interceptions. Je le rappelle aussi sur le match de saison régulière, Stroud de son côté avait lancé 2 interceptions contre la défense des Chiefs, contre 0 pour Mahomes. Donc voilà, ce qui est vu en saison régulière n'est pas souvent la même chose en play-off, mais attention à ça. Ouais, et puis on parle des Texans qui globalement ont impressionné en wildcard. L'attaque n'a pas du tout impressionné, pour le coup. Ça a été très compliqué. Je pense que la défense des Chargers a dû avoir une grosse discussion avec l'attaque lors de la fin du match, en mode on fait tout ça et vous faites rien. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc il y a des choses, ouais. Si ça se fait saquer comme ça le fait d'habitude, ça risque d'être compliqué aussi. Donc bon duel D-line O-line, c'est pas mal. Est-ce que tu as envie de parler de ton Factor X dont on a commencé à aborder tout à l'heure? Travis Kelce. C'est pas Noah Gray, du coup. C'est pas Noah Gray. Noah Gray, il va mettre 3 touchdowns à ce rythme-là. Si ça avait été Enola Gray, ouais, très bien. Super chanson, écoutez ça. mais Travis Kelce, parce que en préparant l'émission, en fait, j'étais étonné, mais c'est le meilleur receveur de l'équipe. Alors à moins de 1000 yards, donc c'est dire aussi la difficulté offensive des Chiefs de cette année et surtout la multitude de cibles. Et la blessure de Rashee Rice aussi. Et la blessure de Rashee Rice également, effectivement. Mais voilà, moins de 1000 yards pour Travis Kelce. Et on connaît en play-off, c'est la soupape de sécurité, c'est le gars sûr, c'est tout ce qu'on veut pour Mahomes. Ils arrivent à se trouver les yeux fermés et même en plein match à se créer eux-mêmes leur propre route par rapport à ce que peut proposer la défense adverse. Donc, quand tu as un tel niveau d'expérience couplé en plus à des joueurs qui ont déjà gagné le Super Bowl, et pas qu'une seule fois,
ça restera forcément toujours un danger. Même Kelsey à 46 ans, s'il continue de jouer, ça restera toujours un danger parce qu'il a, pour le coup, lui, un QI football vraiment plus par rapport à toute son expérience, et il arrivera toujours à trouver des zones où il sera libre pour gagner des yards, pour gagner des downs, etc. Donc, ça reste le facteur X parce que si Kelsey est bien muselé, ça restera beaucoup plus difficile pour les Chiefs d'avancer. Ouais, assez d'accord avec toi. De toute manière, quand on a vu la saison, t'as beaucoup de monde qui disait que ça allait être... Kelsey, il allait faire sa saison un peu dans le formol et on allait le réveiller pour les playoffs. On va voir si on le réveille vraiment pour les playoffs ou pas. Là, c'est maintenant. T'as envie de faire ton tripit, t'as pas eu besoin de Kelsey quasi de la saison, même si, comme tu dis, proche des milliards, mais t'as quasi pas eu besoin de lui de la saison et t'arrives quand même à faire 15-2. Donc quand ça va se lancer, ça risque d'être catastrophique pour le reste de la ligue. Et puis là, pour le coup, je sais pas s'ils ont eu vraiment une réponse, les Texans pour un Travis Kelce. Il y a peu de monde qui en a en général, des réponses pour Kelce, mais je sais pas s'il y a un profil qui pourrait le stopper, pas facilement, mais on va dire qu'il y a tout ce qu'il faut pour le stopper. J'ai un peu des doutes là-dessus. Je vois pas un linebacker du côté des Texans qui a la capacité physique de le suivre, en fait. Donc c'est là où je me dis plutôt un safety. Mais c'est toujours dangereux de libérer un safety de mettre un safety sur Kelce parce que ça va forcément trouver des espaces en profondeur pour Worthy. Donc c'est choisis ton poison un petit peu. Ouais, et puis même de toute manière, quand t'en as un quand t'as un des deux tight ends qui fait quelque chose, t'as l'autre qui peut récupérer. Noah Gray fait une super saison, notamment fin de saison, où il s'est un peu révélé parce qu'on se disait tiens, c'est que maintenant où Kelce va se lancer, et effectivement tu lui faisais des passes, donc ça libérait l'autre côté. Et beaucoup plus simple pour Noah Gray. Eux, je pense qu'ils s'en fichent de savoir qui marque des touchdowns. Là, on l'a bien vu cette saison, l'ego il a l'air d'être très 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 faible et c'est bien, c'est une équipe qui avance et on va voir ce que ça peut donner sur ce match. De mon côté, moi, mon facteur X, c'est le jeu au sol des Texans de manière globale. Ça les a aidés contre les Chargers, même si je trouve qu'en début de match ça a été assez difficile. Il y avait eu le fumble de Mixon dès le début de match. C'est Mitchell fumble au début de match. Celui de Mixon arrive plus tard. Il est en deuxième mi-temps. C'est le début de deuxième mi-temps où on se dit oula, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Et au final ils s'en sont sortis parce que oui, ils étaient revenus à 10-6 et après ils fumble et tu te dis ah. Et en fait pas du tout. Mais le jeu au sol m'intéresse parce que 25 pour 106 et un touchdown la semaine dernière pour Joe Mixon, mais le fumble qui aurait pu être assez coûteux. Damien Pierce colle seulement 2 portées et CJ Stroud 6 portées pour 42 yards. Donc lui, il s'est démarqué de ce qu'il pouvait, un peu comme il pouvait. Mais voilà, j'ai envie de voir un peu ce jeu au sol. Tu as parlé du duel de D-line et d'O-line. Je pense que si ça a envie de partir quelque part, il va falloir que ça parte sur la gauche. Parce que Karlaftis, c'est plus à gauche, mais du coup, ça donne la droite. Donc, passe du côté de Tunsil. Tunsil, il joue ? J'ai un doute sur... Ouais, il n'y a pas de raison qu'il ne joue pas, mais... Il joue mal, mais il joue. Bon, il n'y a plus qu'à espérer, du coup, qu'il joue bien. Et voilà, parce que, passe du côté de ton left tackle, qui est un des left tackles les mieux payés de la ligue. Et ça devrait normalement fonctionner. Surtout si l'opposition en face n'est pas aussi bonne. Mais bon, si derrière c'est pour choper un gros linebacker, est-ce que c'est la meilleure option? Je sais pas, mais voilà. Je pense que ce jeu au sol va être important parce que va falloir aider Stroud le plus possible. Parce que son impression visuelle à notre ami CJ Stroud, elle est très compliquée. Là. En ce moment, c'est horrible. Le match contre les Chargers, il fait 22 sur 33, 282 yards, un touchdown, une interception. Tu lis ça, tu te dis bon, c'est un match moyen, quoi. Mais je trouve que dans l'impression visuelle, c'était catastrophique. Et je pense qu'il a besoin de support. Et déjà qu'il a pas trop d'armes à la réception. Quand tu vois Kate Stover qui fait 4 réceptions, tu te dis qu'il y a un souci. Et du coup, parce que si McDuffie est sur Collins, comme je pense que ça va l'être, t'as plus d'armes à la passe. Hein. C'est catastrophique. Donc voilà. Donc je pense que le jeu au sol va être important aussi pour ça, pour créer des espaces ailleurs. Et donc du coup, il va bien falloir que ça fonctionne. Je suis d'accord avec toi. Le souci, c'est que les Chiefs, c'est la 4e meilleure défense contre la course en nombre de yards encaissés par match. Donc oui, effectivement, c'est un facteur X parce que si Joe Mixon, qui sort d'une très bonne saison, arrive à trouver des brèches,
ça va rendre plus compliqué la tâche défensive des Chiefs. Alors, on en a parlé tout au long de la saison, mais le jeu aérien était régulièrement mis en difficulté du côté défensif des Chiefs. Donc, pareil, hein, c'est une thématique assez forte en football américain. Si tu arrives à installer un jeu au sol, déjà, tu manges du chrono. Tu vas aussi obliger certains défenseurs à être un petit peu plus dans la boîte, donc libérer des espaces en profondeur, donc pouvoir trouver Nico Collins ou Nico Collins, parce qu'il sera tout seul, en profondeur. Donc oui, je suis complètement d'accord avec toi sur le Factor X. Et on l'avait vu d'ailleurs sur le match de saison régulière, hein, quand il y avait encore le match où Tank Dell se fracasse la jambe. Ils avaient réussi à trouver des espaces en profondeur. Dell se blesse justement sur le touchdown qui met de 50 ou 60 yards. Donc il y a des possibilités d'attaquer en profondeur cette défense-là des Chiefs. C'est vrai que... Mais avec qui, quoi? Avec qui, ouais. Et d'avoir McDuffie sur le callback de Collins, ça va être compliqué. Après, il y a peut-être Deshaun Jackson qui est disponible. Faut aller chercher des joueurs comme ça. Ça sera pas Deontay Johnson en tout cas. Ah non, lui, il est reparti au Ravens. Il est reparti au Ravens. Mais juste pour le pic compensatoire, hein, il pourra plus jouer. De ce que j'ai vu, il peut plus jouer là. Donc ouais, c'est. Je me demande si t'as un mec comme ça, tu sais, sur le waiver qui peut être intéressant pour les Texans, juste de lancer la balle loin. Tu vois, parce que des fois, t'as juste besoin d'un gars qui court. John Mechie. Oui, effectivement. Il est censé être ce joueur-là, hein, comme je disais, un peu à la Williams chez les Lions. Il est censé être ce joueur-là, donc faudrait pas qu'il drop ou qu'il fasse des fumbles comme il a fait le match précédent. Ouais, sur sa première balle, c'était compliqué. Ça aurait pu mettre les Texans plus dans la panade. Ouais. Ça sera vraiment évité puisque les Chiefs ils sont très très forts à provoquer des fumbles défensivement. Au contraire des Texans qui ont beaucoup plus de mal cette saison, donc ça peut aussi être un élément important défensivement des deux côtés. Yes. Scénario, pronostic. Qu'est-ce que tu vois de ton côté? Je vois quand même une victoire des Chiefs, parce que à domicile, parce que en conquête, parce que tout ce qu'on veut. Je serais pas étonné, et je pense que je vais manger un petit peu sur ton scénario, mais je serais pas étonné de voir un bon début de match des Texans. Et puis une bonne deuxième mi-temps des Chiefs quand la machine sera de nouveau lancée. Ouais, c'est ça. C'est ce que je me dis aussi. Je pense une victoire des Chiefs qui monte en puissance. Je serais pas surpris que le premier quart-temps ce soit plus équilibré du moins. Je pense que ce serait plus équilibré qu'autre chose parce que je vois pas les Texans sur chaque drive mettre un touchdown par exemple. Je les vois stopper les Chiefs sur quelques drives peut-être en début de match, mais est-ce que tu serais prêt à mettre ta main à couper ou même un ongle à arracher que les Texans mettent 2-3 touchdowns sur la première mi-temps? Moi, pas du tout. Donc, je pense pas qu'il y aura un déficit trop fort du côté des Chiefs. Et je pense que soit le deuxième quart, à l'image des Eagles d'il y a une saison ou deux, je sais plus, où ils faisaient que de gagner dans le deuxième quart et c'était monstrueux. Je crois que c'est la saison où ils commencent invaincus, où leur deuxième quart-temps, à chaque fois, tu pouvais rien faire. Donc, soit ce deuxième quart-temps, soit le début du troisième, où tu peux mettre un touchdown au retour de la mi-temps. Tu provoques un turnover, t'en remets un autre, hop, t'as mis 14 points en 3 drives et d'un coup c'est terminé. Donc voilà, j'ai cette peur autour de la mi-temps pour les Texans. Je pense par contre s'ils tiennent le coup au troisième quart-temps, en fait il y aura quand même le quatrième où les Chiefs peuvent... Voilà, donc le seul moyen pour les Texans de gagner, c'est d'être très bon sur le premier quart. Oui, d'être très bon, de commencer très bien et surtout de mettre des touchdowns. Comme tu disais, pas uniquement d'arriver en red zone. J'ai une stat qui va te faire flipper. Sur les 3 derniers matchs de saison régulière, ils sont à 22% de transformation en touchdown quand ils arrivent en red zone, les Texans. Alors que déjà, leur moyenne sur la saison régulière est déjà assez basse, parce qu'ils sont à 50%. Là où à l'inverse, les Chiefs étaient aussi à peu près à 50%, sauf que eux, sur leurs 3 derniers matchs, j'enlève toujours le match des Broncos, ils sont à 65%. Donc vraiment une réelle montée en puissance, et c'était pas qu'une impression, c'est que même dans les chiffres du côté des Chiefs, il y a une réalité qui est devant nous.
Sauf que les Texans, ils ont su transformer, eux, leur série contre les Chargers. Mais ça va se jouer là-dessus. S'ils arrivent à mettre... Allez, ils ont 4 ou 5 drives en première mi-temps. S'ils arrivent à mettre 2 peut-être 3 touchdowns, ils seront clairement dans le match. S'ils n'y arrivent pas, ça va être beaucoup plus compliqué. Faut qu'ils soient à 20 points, quoi. Ouais. C'est soit à la 3 mi-temps, 20 touchdowns points. marqués, Ouais. soit 2 touchdowns de field goal. À peu près. Parce que ça obligera les Chiefs à jouer un peu plus, enfin à moins jouer au sol, à être un peu plus prévoyant pour la défense des Texans, pour aussi limiter cet aspect-là. Quand ils jouent au sol, qu'est-ce qu'ils sont horribles à voir jouer, mais pas dans le sens où c'est comment dire, c'est juste si tu es neutre, tu t'ennuies parce que c'est maîtrisé complètement quand ils jouent au sol. Tu peux rien faire. S'ils mènent, t'es foutu parce que ça avancera suffisamment. Et c'est encore comment dire, c'est chiant à voir jouer parce que ils vont pas te mettre un play où ils font 50 yards et après ils rendent la balle. C'est que des petits, c'est 4 yards par 4 yards. Donc du coup en 3 tentatives ça passe à chaque fois. Et voilà, donc c'est ultra compliqué. C'est inéluctable. C'est ça, ouais. Bah voilà, ça fait du coup on voit tous les deux les Chiefs donc qui accueilleraient le Conference Championship Game. On peut passer au deuxième match entre les Ravens et les Bills, mais avant ça, je tiens à signaler quand même. On a parlé d'un match des Chiefs avec une question Factor X et on n'a pas parlé de l'arbitre. Et on a parlé pourtant, on a parlé des right tackles. Hein. On a parlé de Jawan Taylor et je suis assez fier de nous. Je me suis mordu la lèvre plusieurs fois. Parce que tu l'as noté dans le conducteur initialement et tu l'as changé. Factor X, j'ai mis les arbitres en rigolant et après je suis passé sur autre chose. Mais ça aura peut-être son rôle à jouer, effectivement. Mais comme dans tout match. Exactement. Voilà. C'est ça. Donc voilà, on va pouvoir parler du match. Donc le dernier match, ce sera le match entre les Ravens et les Bills. Le vainqueur soit accueillera les Texans, soit se déplacera du côté des Chiefs. Pour nous, du coup, le vainqueur se déplacera du côté des Chiefs. Donc, à voir si c'est le match que ça va être. Mais avant ça, on va surtout voir qui va passer. Et donc, dans la nuit de dimanche à lundi à minuit 30, on aura ces deux matchs-là. Et ben moi, côté dynamique des deux équipes et l'impression globale, pour moi, c'est les deux meilleures équipes de AFC. Ce sont également les deux meilleures équipes de la Ligue. Et pour moi, ça devrait être un Super Bowl. Donc, on n'aura jamais un Super Bowl Ravens-Bills parce qu'évidemment, ils sont dans la même conférence. Mais voilà, pour moi, c'est les deux équipes qui m'ont fait le plus plaisir cette année. Il y a une troisième équipe qui est de côté de la NFC, hein, c'est les Lions qui ont également beaucoup fait plaisir. Mais il y a une équipe qui a diverti, les Jets, beaucoup. Donc, grand. Je rigole hein, évidemment, mais voilà, c'est niveau équipe, moi c'est les deux équipes qui me plaisent le plus parce qu'il n'y a pas t'as des individualités, mais t'as surtout une sensation de collectif assez forte quoi. Tu me diras les Chiefs c'est pareil, hein, mais là-dessus sur côté Ravens Bills c'est quand même assez impressionnant. Moi les Bills j'en parlais beaucoup en intersaison, j'y croyais pas du tout, il y avait eu beaucoup de pertes et ça me faisait très peur. Enfin ça me faisait peur façon de parler parce que égoïstement ça me faisait pas peur côté AFC Est, mais du coup, ouais, là, les voir deuxième et comment dire, et puis une sensation de facilité sur tous les matchs où t'as une troisième tentative, tu te dis ça passe. T'as un peu le même sentiment avec les Chiefs, mais avec les Bills, c'est encore plus fort, je trouve. Où tu te dis, en fait, ça va passer. Et si ça passe pas, de toute manière, il y a la quatrième. Et celle-là, pour le coup, elle passera. Donc c'est assez déconcertant à les voir jouer. Les Ravens, on les connaît, on aura le temps d'en parler. Moi, je vais beaucoup, je pense, parler des Ravens encore une fois, même si j'avais fait l'éloge de Lamar et de Derrick Henry, et on a pu voir ce que ça a donné lors du match contre les Steelers. Donc voilà, grosse dynamique pour moi, et très très hâte de voir ce match-là. J'ai même posé mon lundi. Bah, l'avantage, c'est que c'est à minuit et demi, donc... Ah bah j'ai posé mon mardi, mon mercredi, mon jeudi, mon vendredi. Il s'avère que ce match se passe là. Je spin la narrative comme Almar Terrestre, tu vois, quand même marrant. Ouais, il va falloir du temps pour s'en remettre de ce match-là, peut-être. Mais oui, je te rejoins, effectivement, c'est sur l'impression, toujours la même chose, peut-être les deux meilleures équipes en AFC, sur tout ce qu'ils ont montré durant la saison. Les Bills étant la seule équipe qui a gagné contre les titulaires des Chiefs, si on peut dire. Là où les Ravens avaient perdu en première semaine, et puis on a eu
d'un orteil. D'une pointure, d'une Ouais, pointure de. c'est Ouais, ça. c'était. La taille 52. Et on a aussi eu de la chance cette année, c'est qu'on a eu un premier match en saison régulière entre ces Ravens-là et les Bills, qui avaient tourné quand même à la démonstration des Ravens 35-10. Donc à voir ce que ça va donner, évidemment. Sur ce match-là, Derrick Henry avait sorti quasiment 200 yards à la course. Bon, bah clairement, ça sera le maître à jouer là-dessus. Hein. Pour moi, c'est le duel en fait entre les deux. Ça va être la défense contre la course des deux équipes, puisque du côté des Bills, c'est un excellent jeu au sol également. Ils sont premiers à la ligue sur le nombre de touchdowns marqués au sol, là où les Ravens sont leaders sur le nombre de yards mis à la course. Donc, c'est 2 points forts. Et il va falloir que la défense des deux équipes step up, même si celle des Ravens est excellente cette saison. Totalement, assez d'accord avec toi. Et j'ai hâte. Qu'est-ce que j'ai hâte. Vraiment, c'est rare que j'ai un match où, tu sais, les équipes et un jeu qui soit à la course beaucoup et qui m'intéresse autant. Mais là, c'est le jeu à la course moderne qui est intéressant à voir jouer avec le QB double menace des deux côtés. Ça va être si t'arrives pas à défendre, bon courage. Mais pour les Bills, par rapport au match de saison régulière, déjà il y a eu beaucoup d'autres matchs depuis. Eux aussi, ils sont bien montés en puissance. Et surtout, ils ont récupéré leurs deux linebackers, Terrell Bernard et Matt Milano, qui sont ultra importants dans leur système de jeu, et notamment sur le jeu de course, et pour Matt Milano aussi sur les sorties de poche de Lamar Jackson, parce que c'est sûrement lui qui ira le chasser, lui ou Bernard d'ailleurs, puisqu'ils sont tous les deux très rapides. Donc le fait pour les Bills d'avoir ces deux joueurs-là peut changer complètement la narrative du match, et puis un peu de la même manière que ce qu'on a pu dire sur les Texans, l'équipe qui commencera le mieux le match prendra déjà un léger ascendant sur l'équipe adverse. Alors, il s'est avéré que les Broncos avaient fait un super début de match la semaine dernière, et puis c'était tout. Ils ont après fermé le rideau, éteint la lumière, c'était terminé. Mais j'ai du mal à voir les Ravens faire la même chose que les Broncos. Ils sont mieux armés offensivement. Donc voilà, c'est un peu comme la semaine dernière, ce que j'avais dit sur le fait de choisir ou pas au niveau du coin toss de prendre la balle. Je pense que si tu remportes, pareil, le jeté de pièces, prends le ballon en premier. Ça vaudrait peut-être plus le coup. Très probable, très probable. Et tu disais que tes deux linebackers sont rapides. On n'a pas vu Lamar Jackson faire autre chose que trottiner, donc peut-être qu'il va commencer à sprinter du coup. On sait jamais. Moi de mon côté, mon duel clé, ça va aller avec mon facteur X. C'est le froid. Et quand il fait froid, Derrick Henry, c'est un monstre. Donc, mon duel clé, c'est Derrick Henry face à la neige de manière globale, mais surtout face à tout le monde, parce que j'avais vu pendant un moment, c'était quand il neigeait dans le Vermont, Derrick Henry faisait des matchs de fou. C'était un truc comme ça il y a quelques années. Et du coup, dès qu'il y avait de la neige, c'était faut miser sur Derrick Henry, il va mettre un touchdown, et ça ratait jamais. Donc là, je pense qu'il neige dans le Vermont parce qu'il va faire -8 et il va neiger à Buffalo. Donc, sachant que le Vermont, c'est un peu pire. Donc voilà, c'est le bon facteur X, la météo, -8 et de la neige, c'est le genre de choses qui fait plaisir en général à Buffalo, sauf que là tu joues les Ravens, qui ont un peu ton numéro, comme tu en as parlé, du 35-10. C'est le jeu de papier caillou ciseaux entre les Ravens, les Bills et les Chiefs, parce que les Ravens arrivent à battre les Bills arrivent à battre les Chiefs, et les Chiefs arrivent à battre les Ravens. Donc je pense que si les Chiefs passent, ils vont prier que les Ravens passent également, comme ça ils affrontent pas les Bills. Mais ça risque d'être compliqué. Je serais pas surpris que Lamar il lance 16 fois la balle dans ce match-là. Moi non plus. Et encore, je pense que c'est beaucoup. Mais voilà, je pense que ça va faire courir. Et dans les 16 passes, je serais pas surpris que tu en aies 3 ou 4 pour Justice Hill. En plus de ça, tu vois. Donc je sais pas le statut de Zay Flowers, je crois qu'il était OK et qu'il allait jouer. Il est proche d'être, je crois. Il est proche d'être doubtful. Ouais. Okay. Bon bah voilà, raison de plus pour courir. Et parce que Bateman c'est cool, hein, mais c'est pas Pro Bowler Zay Flowers, donc il faut lancer.
En plus de ça, tu as des menaces aériennes courtes à la Likely et à la Andrews où tu peux, même si on a vu Andrews faire une super réception la semaine dernière assez lointaine, donc comme quoi il peut courir aussi. Mais voilà, je pense que le jeu de course va être. Tu parlais de la run defense, moi c'est le jeu de course de manière globale. T'as raison. Et pour Flowers, il y a 1 heure, Jim Harbaugh a dit qu'il avait des chances de jouer. Ok, donc il est plus questionable que doubtful du coup. Ouais. Ils sont entraînés aujourd'hui. Tu sais, il faut obligatoirement les 2 derniers entraînements avant le match et il faut que le joueur puisse s'entraîner normalement. Ça Donc, va être ce qu'on appelle une GTD, Game Time Decision. Exactement. On va voir comment il se passe là quand il s'échauffe. Quand il s'échauffe à 23h et que tout le monde est là, est-ce qu'il va jouer? T'inquiète pas, ils ont des remèdes pas européens, mais des trucs légaux aux États-Unis. Tu sens pas la douleur, tu sens plus du tout tes jambes, mais tu peux jouer. Dans quel état on joue? Non, c'est pas légal, dommage. On joue au hockey? Non, foot américain? Bon, ok, même chose. Ouais, c'est pareil. C'est cool, les gars. Est-ce qu'on peut aller faire le traitement dans Californie? Tu te fumes un petit joint, tu reviens, ça ira mieux, t'inquiète. Mais tu parlais de la neige, la chance pour les Bills, pour eux, hein, s'ils veulent gagner, c'est de jouer en blanc. Comme ça, peut-être que Derrick Henry ne verra pas les joueurs en face. Et peut-être que c'est ça sûr sera qu'ils plus vont jouer en difficile blanc. pour lui. C'est tellement sûr qu'ils vont jouer en blanc. Comme ça, nous, on verra rien. C'est les matchs sur Madden que tu détestes. Tu commences ton match, ton terrain, ou ceux qui jouent à FIFA beaucoup, hein, tu vois de la neige partout, le ballon il reste blanc, tu comprends rien de ce qui se passe, bah là ça va être pareil. Tu vois l'équipe en face qui est en blanc et ouais, ça risque d'être compliqué même pour les arbitres, hein, parce que tu joues en blanc sur blanc, c'est plus dur. Et là pour le coup, c'est plus je trouve en défaveur des Bills s'ils jouent en blanc, parce que en fait tu vois facilement quand même un ballon, un truc tiré. Par contre, sur un joueur, comment dire, des Ravens qui irait attraper du blanc, tu le verrais peut-être moins, parce que tu pourrais penser que c'est de la neige. Donc voilà, sachant que tout ce qui est holding et pass interference, c'est beaucoup plus dur je crois que ça c'est pas reviewable. Donc ouais, ça peut se rater facilement. Ah, on me dit que les Chiefs vont jouer en blanc. Faudra jouer avec des gants blancs. Surtout. Oui, non, en général, ils jouaient avec des gants de la couleur du. C'était ce qu'ils faisaient du maillot. Le foot, ouais, qui faisait ça, qui jouait. Non, c'était Edelman. Edelman, ouais, il y avait une histoire comme ça où Belichick il l'avait défoncé parce qu'il avait des gants jaunes, une connerie comme ça. Il avait dit putain, mais je voyais tes gants depuis les tribunes. Donc maintenant tu fais pas chier, tu mets des gants de la couleur du maillot. Et mettre les chaussures blanches, évidemment, pour voilà, même si vous sortez en touche, ça se voit pas. Ça se voit pas, c'est un enfer, ouais. Tu vois rien. Si Likely avait eu des chaussures blanches sur le premier match, c'est sûr. Chiefs ça était en 0-1. C'était. Ouais. Ton facteur X? Mon facteur X de mon côté, c'est le coaching staff, puisque on a vu les dernières saisons, malgré tout le talent qu'on peut leur reconnaître à Harbaugh et à McDermott, qu'ils avaient par moment tendance à fissurer un petit peu intellectuellement et à pondre soit des plans de match un peu pourris. On se rappelle de l'année dernière sur la finale de conf entre les Ravens et les Chiefs. Soit pour McDermott, parfois de faire des choix un peu compliqués, quoi. Donc, si les deux équipes sont encore au coude à coude, j'irai au 4e quart-temps, il n'y aura pas la décision qui pourra être faite du côté du coaching staff, parce qu'ils nous ont montré les deux qu'ils avaient du mal à gérer cette partie-là, je trouve, sur le management de l'horloge, sur le management de l'équipe, etc. Donc, de ce côté-là, si ça doit jouer là-dessus, je partirais peut-être un tout petit peu plus du côté des Bills, parce que Joe Brady, j'ai l'impression qu'il a beaucoup plus la main sur l'aspect offensif que McDermott, qui lui est plutôt un coach à dominante défensive. Et pour moi, la différence se fera offensivement. Que ce soit par Josh Allen, que ce soit par James Cook, j'ai parlé du jeu à la course. Pour moi, la différence se fera par ces deux joueurs-là. Et à ce moment-là, Joe Brady aura son mot à dire, et je pense que il aura son bon mot à dire, surtout. Donc si ça doit jouer vraiment à couteau tiré, sur vraiment à quelques yards ou à quelques points, une 4e tentative un peu osée en 4-2, est-ce qu'on l'a fait ou pas? Moi, je fais beaucoup plus confiance en tout cas à Joe Brady qu'à Harbaugh et à Monken. Joe Brady, s'il passe les Ravens, il est head coach la saison prochaine. Hein. Ouais.
Déjà, je pense que même sans les passer, il a moyen de choper un poste. Alors là, s'il les passe, je pense que c'est la fin de son entretien d'embauche, c'est le cas pratique. Quoique ce qu'a dit Josh Allen, c'est qu'il apportait rien, donc moi je veux bien croire Josh Allen. Oui, c'est vrai, il a dit ça pour le garder. Oui. Mais ouais. Faites un cas pratique, vous avez donc après on aura une demi-journée en immersion. Voilà, Mais tu sais, s'il gagne, ça veut dire qu'il aura montré qu'effectivement, il peut être head coach, mais du coup, ça repoussera d'une semaine des interviews pour passer head coach. Donc, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir, d'autres portes qui peuvent se fermer. Et dans ce temps-là, les Bears pourront recruter Mike McCarthy. Même si je pense que des réactions des fans des Saints que j'ai vues, je pense qu'il va aller aux Saints. Parce que je pense que ça ferait vraiment... C'est un move des Saints de récupérer Mike McCarthy. Tu sais qu'il a un meilleur bilan sur les 15 dernières années que McTomlin. Enfin, il a un bilan similaire sur le nombre de divisions remportées, le nombre de matchs, etc. Mais il a un meilleur bilan en playoff. Mais il joue... Bah oui, ne m'étonne pas pour le coup. Mais il était où avant d'être aux Cowboys? Il était aux Packers. Ouais. Il a eu après 1 ou 2 années de off. Il a dit j'ai changé, j'ai appris plein de choses offensivement. Et puis il est arrivé aux Cowboys. En fait, il faisait la même chose qu'avec les Packers. Oui, mais il a pas dit qu'il allait les appliquer. C'est vrai. Il a dit j'ai appris. Donc, voilà. Putain, Jerry Jones, il s'est fait flouer juste sur ça. Ouais, il a pas menti, hein. Il a pas dit je vais appliquer les principes nouveaux que j'ai appris. Il a dit j'ai appris plein de choses. J'ai fait des campagnes d'ayahuasca avec mon ami Aaron et le monde s'illumine. Je vois des playbooks colorés et voilà. En fait, ce qu'il a dit, il fait non, mais j'ai appris plein de choses. Mais en fait, c'est de la merde. Je reste sur mes idées. Voilà ce que j'ai retiré de mes 2 années de sabbatique. C'est ça. Allez, play action. Ah merde, c'est Dak Prescott, c'est plus Aaron Rodgers. Ah, c'est plus compliqué. On court. Ah putain, c'est Zeke. Ok, j'attends 5 ans. Dans 5 ans, ça ira mieux. Putain, c'est encore Zeke. C'est le fantôme de Zeke. Et c'est Rico Doodle. Oh merde, c'est ça. Doodle, c'était pas un jeu sur l'iPhone où je cliquais là quand j'étais en train d'apprendre mes playbooks. C'est fou, il les apprenait pas, ces playbooks. C'est vrai, lui, il les apprend pas. Il les écrit, il les envoie. Tu sais, c'est ouvert à l'interprétation. ChatGPT a vraiment offert des postes de head coach, c'est incroyable. Propose-moi 75 plays avec 4 formations différentes. Je veux des RPO. ChatGPT a répondu « Je te reconnais, Mike McCarthy. » Bienvenue, Mike McCarthy. Voulez-vous la même recherche que la dernière fois? Je vous la rappelle. Je suis bloqué en 4e et 20. Mon honneur me dit donne la balle à Brandon Cooks. Je ne veux pas. Comment faire? Ouais. De mon côté, sur ce match-là, je vois pour le coup les Ravens. Pour les mêmes raisons que tu as dit, mais à l'envers. Je pense que ça va se jouer à pas grand-chose, mais j'ai plus confiance en le talent. J'ai plus confiance en le talent de Lamar et d'Eric Henry et ce que les deux ensemble font. C'est-à-dire je sais pas où la balle va. On l'a vu hein, contre les Steelers sur le touchdown de 40 et quelques yards de Derrick Henry où en fait tu as une et quelques secondes de flottement où tu sais pas si la balle elle est dans les mains de Lamar Jackson qui pour le coup gère très très bien ça, de faire semblant de partir courir. Et c'est Derrick Henry, il est déjà parti, il a passé les 10 yards déjà qu'on se dit c'est lui qui a la balle. Donc je me dis que sur ce duo-là, j'y crois beaucoup. Et j'ai aussi Mark Andrews. Mark Andrews, cette fin de saison, elle est absolument folle. Et on parlait de l'éclosion à venir de Travis Kelce. Mark Andrews, il a commencé il a fait un début de saison cata, d'un point de vue. On en avait parlé déjà lors du wildcard, mais début de saison statistiquement cata, mais dans la présence du jeu très bonne. Et là, statistiquement, c'est bien meilleur. Et pour le coup, si je devais aller voir sur un facteur X joueur, moi, j'irais plus sur Mark Andrews. Je pense que si lui arrive à faire quelque chose dans ce match-là, c'est victoire pour les Ravens. Je pense que s'il ne fait rien, c'est victoire des Bills. Mais du coup, j'ai un peu plus confiance en Mark Andrews, donc je partirais plutôt sur les Ravens. Et voilà. Et après, au niveau du coaching, tu te donnes à Harbaugh des armes pour courir, je pense que ça fonctionne. Et mon Ken, il dit « Ok ». J'espère juste qu'ils auront appris les leçons de l'année dernière, mais effectivement, tu vois, Factory, les tight ends, parce que je ne mettrai jamais Likely, même s'il fait
du coup, le fait que Andrews ait une part un peu plus importante, Likely, se communiquant, lui, il en a un petit peu moins. Mais le duo de tight end qu'ils ont est quand même extrêmement fort. Donc, effectivement, personnellement, je pars plutôt sur les Bills, plus pour une envie de revoir encore une fois un Chiefs-Bills et j'espère pour eux enfin gagner contre les Chiefs. Pas parce que c'est à Arrowhead, ça aurait été dans le stade des Bills, ça n'aurait pas changé ma perception de la chose, mais que enfin il casse un petit peu cette mauvaise dynamique en playoff contre ces Chiefs. Par contre, je te rejoins, je trouve que défensivement, les Ravens ont beaucoup plus de certitude que ces Bills-là, et que ça va être quand même très très compliqué. Encore une fois, une montée en puissance des Ravens, parce que tu m'aurais dit au début de saison, les Ravens ont plus de comment dire, enfin pas au début de saison, mais au bout de 3-4 semaines, les Ravens ont plus de sûreté, je t'aurais dit oui d'accord. Mais là, ouais, c'est vrai que c'est quand même bien bon depuis la fin de saison. Ils ont des certitudes vraiment à tous les niveaux et partout. Ça a été bien géré cette saison. On a eu quelques craintes en début. Et puis, c'est monté vraiment crescendo. Mais ouais. En plus, il y a ton corner préféré. Parce que c'est à domicile. Et en plus, Nate Wiggins. Putain, ouais. Aïe. Mais ouais, les Bills. Meilleur Wiggins depuis Bradley. C'est vrai. Mais les Bills parce qu'à domicile, parce que peut-être la neige, parce que tout ça. Donc, l'intangible, je dirais. Moi, je partirais sur les Bills. Parce qu'on parlait des Chiefs en mission et les Bills ont l'air aussi vraiment en mission pour aller taper des Chiefs et aller au moins en Super Bowl et puis le gagner sur un match. C'était quelque chose dont j'allais parler. Est-ce que tu penses que si les Texans gagnent samedi, le match dimanche est vraiment différent? Ouais. Je pense aussi. Oui, mais sur le début du match. Ouais, et après ça repart sur... parce que ça me rappellerait énormément c'était quand? C'était 2020, quand les Chiefs remportent le Super Bowl, où les Ravens se font taper par les Titans. Donc c'est avant le match des Chiefs. Donc ça doit être le Wild Card à l'époque, ou le Divisional. Et c'est le fameux match contre les Texans, où les Texans mènent 24-0 au bout de 18 minutes de jeu, je crois. Quelque chose comme ça, ouais. Et en fait, on s'est dit, mais en fait, les Chiefs sont en train de passer à côté parce que leur bête noire ou leur principal rival s'est fait sortir. Là, ils ont vraiment l'autoroute pour aller jusqu'au Super Bowl et tu avais cette espèce de panique. Ils ont complètement déjoué en premier quart-temps. Puis les Texans, c'était quand même une sacrée équipe à ce moment-là aussi. À l'époque, ils ont tout cassé après, mais à ce moment-là, c'était beau. Et je serais pas étonné que si c'est les Texans qui passent, effectivement, il y a un début de match très délicat entre les deux équipes, trop de stress, trop de machin, en se disant putain, mais c'est peut-être notre année pour aller au Super Bowl, quoi. Tu te rappelles du trade que font les Texans juste après? DeAndre ou Deshaun? Deshaun, c'est l'année d'après. C'est encore après, ouais, mais DeAndre Hopkins, c'était DeAndre Hopkins plus quelque chose, genre un 5e ou un truc comme ça, pour un 2e et David Johnson. Et David Johnson, tout le monde pensait que les Cards allaient le cut. Parce que le contrat était cramé. Et puis il était cramé. Il était cramé, le contrat était horrible, et les mecs, ils ont pris le contrat, ils ont pris David Johnson, et ils ont même pas récupéré un premier tour. C'est fou quand même. Bon, après, les Cards en ont rien fait, parce que c'est les Cardinals, mais c'est ça. Mais c'est fou, voilà, parce que c'est vrai que je n'avais pas pensé à cette dynamique-là des Chiefs quand ils avaient joué les Texans. C'est marrant d'ailleurs, du coup, que ce soit le même match encore une fois. Mais ouais, là, parce que je pense justement que si les Chiefs perdent, je pense que les Ravens vont... C'est marrant, encore une fois, c'est Chiefs et Ravens d'un côté, mais je pense que les Ravens iraient encore plus fort. Ok. Je pense qu'ils tueraient le début de match, mais en mode non, on rate pas. Et peut-être justement les Bills pourraient se dire, en fait, putain, avec la pression de il n'y a plus les Chiefs, maintenant c'est encore une fois c'est pareil, c'est autoroute. Et puis surtout, Lamar, il veut changer de numéro. Donc ça, c'est important. Lamar, il a dit qu'il voulait... Oui, il a dit, je veux remporter un Super Bowl avec le 8, et ensuite, je veux prendre le numéro 1. Ok. Il a vu le numéro 1, tu sais, c'est comme sur Madden. Oh, tiens, j'ai un nouveau numéro de dispo, vite. Qu'est-ce que... Non, là, lui, il a le numéro 18, j'aime pas trop. Le 8 est dispo, parfait. C'est un peu ce même délire-là. Et lui, il a vu le numéro 1 dispo, il a dit, je vais le prendre. C'est particulier, Lamar, mais ok. Ouais. Mais ce match-là, c'est dingue, parce que tu peux avoir un 0-0 dans le premier quart-temps, comme tu peux avoir un 14-0 pour l'une des deux équipes. C'est en termes de scénario et en pronostic, je trouve ça extrêmement compliqué sur celui-là, je trouve.
Over-under, 2 kicks ratés. Ok. C'est une question tu verrais plus de over-under de 2,5. Donc, est-ce que tu vois plus de 3 kicks ratés ou moins de 2? Avec la neige, ça peut être un petit peu plus. Maintenant, est-ce qu'avec la neige, ils vont pas tenter justement de couper? Ça, c'est les Ravens, ça, en plus, là, on parle. les Ravens, 4e et 1, à la ligne, alors que tu... Alors, t'as Lamar et Derrick. Hop, une petite passe fade pour Rashad Bateman. Droppé, du coup. Mais avons-nous besoin de préciser? mais oui, je sais pas, parce que Tyler Bass, il a quand même montré que c'était un bon kicker, et puis l'autre, j'ai oublié son prénom. Ouais, merci, Justin Tucker. Il est bien revenu en fin de saison, donc tu me diras, le match précédent, ils n'ont pas eu besoin de lui, les Ravens, ils ont mis que 4 touchdowns, donc il a mis ses 4 extra points, c'est tout ce qu'on lui demande. Que demander de plus? Ça va jouer des conversions à 2 points, moi je te le dis. C'est sûr, dans tous les sens. Il va y avoir des trucs de... comment dire, où ça... Tu sais, un play où tu fais genre, tu la donnes à Derrick, Lamar il part sur un côté et il lance la balle. Qu'est-ce que tu veux faire face à un truc comme ça, tu sais, où tu as 3 options qui sont tout au-dessus, autant dangereuses pour Marc Andrews. C'est ça, qui fait une petite latérale pour Rashad Bateman. Il a droit. Ouais, par contre, je pense que des latérales de Kelsey, il va y en avoir. Tu sais, à la Amon-Ra St. Brown, là, des hook and ladder, tu fais la passe et derrière, il te la rebalance à un Worthy, par exemple, qui court jusqu'au bout du monde. Du coup, de ton côté, toi, tu verrais du coup Chiefs-Bills la semaine prochaine et moi, je verrais Chiefs-Ravens. Ouais. C'est pas mal. Et de l'autre côté, je me souviens plus de ce qu'ils avaient. Je crois qu'ils avaient un et deux à chaque fois. Eagles, ouais. Lions-Eagles. Écoute, moi, je vois toujours les Bucks au Super Bowl. C'est bien là dans ton cœur. C'est bien là, n'est-ce pas bien là l'essentiel. Bon. Mais ouais, profitons de ce week-end parce que c'est probablement le plus beau de la saison. Parce qu'on a vraiment 4 matchs avec 8 équipes vraiment au top. Là où la semaine prochaine, c'est bien aussi, mais il n'y a que 2 matchs. Donc là, il faut vraiment profiter. On a quand même 4 mini Super Bowl et c'est top. C'est vraiment top. Bah super. Hâte de voir tout ça. Venez en discuter avec nous sur le Discord. Vous avez le lien dans les descriptions d'épisodes. Et puis rejoignez-nous un peu partout. Mettez en commentaire vos affiches du Super Bowl que vous voyez, enfin de conférence, votre affiche de conférence que vous voyez. Sur X, on a fait un petit sondage en suite de promo de l'épisode pour la NFC. Et à l'heure où on enregistre, à l'heure où on enregistre, ça annonce que le nouveau JM des Titans, c'est l'assistant GM des Chiefs. Ok. Voilà, ils ont été récupérer ça. Et de notre côté, sur ce match-là, on a une majorité quand même de Eagles-Lions, 83%, suivi de Rams-Lions à 17%. Et donc, du coup, on n'a personne qui voit les Commanders battre les Lions sur Twitter. Donc, si vous y pensez, allez mettre votre petit avis dans le sondage qui dure jusqu'à, je crois, dimanche minuit. Donc voilà. Faites-vous zizi, hein. Mettez des petits commentaires. Ça nous fait plaisir de voir de l'interaction. Et puis encore une fois, on a lancé une micro-campagne de recrutement. Si vous avez envie de venir nous rejoindre et de parler foot américain avec nous, n'hésitez pas à nous faire signe en DM de quelque part et on vous recontacte. Ça nous fera bien plaisir, déjà, 1, de discuter, et 2, si vous avez envie d'apporter quoi que ce soit, ça nous fera... ce serait cool. On a besoin de tout, nous. C'est l'avantage. Exactement. Voilà. On a besoin de notamment de personnes qui n'aiment pas Nate Wiggins pour que je me sente moins seul. Ouais. Après, je sais pas s'il y a des gens qui aiment Nate Wiggins particulièrement. C'est juste toi, tu es quelqu'un qui ne l'aime particulièrement pas pour que tu puisses avoir quelque chose sur lequel tu bondes avec la personne, quoi. Regarde comment il est nul. Il a pas joué. Regarde comment il est nul. Regarde-le, là, sur le banc, il marche et il tombe. Déjà, quand il y a un mec qui a 2 protège-dents qui est balancé sur son casque, non, c'est too much. C'est too much. C'est trop. Combien de dents tu veux protéger à un moment?
Parfait. Je pense qu'on a tout dit. On se retrouvera dans quelques jours, lundi ou mardi, ou alors une diffusion mercredi pour le rewind de ces 4 matchs. Et après, on fera la preview. Je sais pas si on fera 2 épisodes différents, peut-être, pour un épisode pour l'AFC, un épisode pour la NFC. Je suis pas sûr. Je pense qu'on va regrouper du monde et qu'on va faire un gros épisode. Et ce sera bien parce que sinon on a 2 épisodes de 30 minutes. Dites-nous quand même si vous préférez 2 épisodes de 30 minutes ou un épisode d'1 heure, 1h10. Comme ça, on voit ce qu'on fait. Nous, ça nous fait plus d'épisodes, ça nous dérange pas plus que ça. Ça augmente les stats et la YouTube money. Et puis ça nous arrange pour nos agendas respectifs. De faire 2 épisodes ou un épisode? Ouais, 2 épisodes. Tu penses que ça nous arrange? Bon, oui. Je suis pas sûr. Hein. Sinon, on fait un gros épisode où c'est Doug et GG qui parlent uniquement de la NFC et tous les deux de la FC. On s'arrête. On s'arrête. C'est un changement de son, une petite transition. Petite transition avec des ballons qui passent partout, là. Ça peut le faire. On va réfléchir. On va brainstormer. Je pense qu'on a besoin d'y réfléchir. Écoutez, on vous souhaite de bons matchs, notamment le match de ce soir entre les Texans et les Chiefs à 22h30. Si vous n'avez pas écouté la preview de la NFC, faites-vous plaisir. C'est disponible avec GG et Doug. Voilà, on n'a pas besoin de présenter les deux larrons. Donc, vous vous doutez un peu de comment ça a pu parler. Ça propose des arnaques au téléphone, notamment. Je me souviens plus de la dinguerie qu'il avait sorti, mais tu sens que c'est quelque chose qu'il a déjà fait quand même. Oui, c'est ça. C'était trop naturel dans sa bouche pour que ce soit quelque chose d'inventé. C'est ça. C'était limite s'il disait, il donnait des détails, quoi. Donc, le nom du bar. Le nom. Voilà. Donc, si vous savez pas de quoi on parle, allez écouter Doug nous donner des petits conseils. Il donne des conseils méchanceté, enfin des conseils revanche, on va dire vengeance, et des conseils géranium. Donc voilà. Toujours là Doug pour aider quand il peut. Donc ça fait plaisir. Au final, on a moins parlé qu'eux sur les matchs, donc j'attends le mea culpa lors de leur rewind. J'espère. Après, sauf si tu as des trucs à dire, parce que tu nous avais dit que tu avais 1 heure de matériel. Non, c'est fini, j'ai fermé mon Google Doc et tous mes onglets, donc c'est terminé. Bon, on est obligé de vous laisser du coup. Et on se retrouvera en début de semaine prochaine. Merci PA d'avoir fait l'épisode avec moi. C'est cool. Avec plaisir. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon divisional round et bonne fin de journée, soirée, et vive le football.